Toronto pour filmer un documentaire sur la diversité des femmes. C'est un projet qui est fait par des femmes, sur les femmes. On vient un peu de partout, on a diverses origines. Nous sommes présentement dans le bus voyageur en direction vers Moncton. Je suis excitée. J'ai la chance avec ma partenaire Tara d'aller interviewer Lucky et Christine. Je pense que je vais vraiment apprendre plus sur les différents parcours. Ça va vraiment m'ouvrir les yeux sur les réalités. Les femmes vivent beaucoup d'injustices, que ce soit en Occident, même en Afrique, partout dans le monde en fait. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on donne la parole à ces femmes-là, qu'on leur donne une place, un espace. J'ai hâte de les voir face à face, d'avoir une connexion avec elles et vraiment de pouvoir avoir leurs histoires. Mes attentes dans le projet, c'est qu'on découvre Toronto puis le Canada à travers la vision des femmes puis leur vécu. C'est de mieux comprendre certaines situations socio-économiques, puis peut-être moi aussi de me redécouvrir en tant que femme. Peu importe la couleur de peau et peu importe le sexe que tu as, tu devrais avoir les mêmes droits dans le monde. Pour moi, la beauté de ce projet, c'est vraiment de montrer la solidarité entre femmes, puis à quel point il peut y avoir tellement de belles choses qui en ressortent quand les femmes travaillent ensemble. OK, 1, 2, 3, action! Super! Magnifique! Le moment qui a changé ma vie au Brésil, c'était le moment qui m'a fait décider d'immigrer. C'était l'année de 2006. Et c'était une année très difficile pour moi parce que dans 4 mois, j'ai perdu mon mari et mon père. Et j'avais des enfants, ils étaient petits encore. Ils avaient 9, 11 et 12 ans. Et j'étais vraiment triste, perdue même, mais quand on a des enfants, on trouve une réponse, on trouve un chemin. Et ça, vraiment, a changé ma vie parce que je n'avais jamais planifié de laisser le Brésil pour habiter dehors, mais l'opportunité s'est présentée et je l'ai pris parce que j'avais besoin d'un nouveau projet de vie, pour moi et pour mes enfants principalement. Je suis venue au Canada pour donner une chance, une opportunité à mon fils de ne pas vivre la même chose et d'avoir une meilleure vie, c'est tout. D'être né canadien et de pouvoir vivre une autre expérience, je dirais. Des fois, les réalités font en sorte qu'on est obligé de quitter son pays. On est obligé de chercher une terre d'accueil, une terre qui va accepter de nous accueillir et tout. Il y a eu des troubles, l'entrée de l'AFDEL, comme un mouvement de révolution, après le départ de l'ancien président Mobutu qui est décédé déjà il y a beaucoup d'années. Et cette rébellion-là, j'étais vraiment enfant, mais je garde l'image de personnes qui couraient, je garde l'image de sang que j'ai vu, je garde encore l'image de ma mère. Je me rappelle, moi j'étais à la maison, j'ai vu ma mère courir et je ne sais pas comment j'ai pleuré cette journée-là. Genre, j'ai pleuré parce que pour moi c'était fini. Je voyais les gens comme mourir, je voyais le sang et c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment marqué. Et la violence, surtout la violence, les viols de guerre utilisés comme l'arme de guerre, et ça choque. Ouais. Pour me situer un peu par rapport à femme métis, j'ai grandi au Québec.
J'ai grandi d'une façon catholique. J'ai toujours su, étant jeune, que j'étais appelée. Parce qu'à l'époque, je pourrais te dire, vers les 17 ans, 18 ans, j'entendais des voix d'hommes chanter, des chants traditionnels et des drums. À l'époque, je trouvais ça très difficile de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Mes voyages, je les faisais la nuit. Je voyageais beaucoup à travers les roches, la nature et les villes. Et je me suis toujours posé des questions à un niveau où je me suis dit, je pense que je suis en train de devenir folle. Alors, j'ai grimpé énormément au niveau des drogues, la boisson et tout, jusqu'à un moment donné où j'ai réussi à m'identifier. Et en faisant ma connexion, j'ai pu être capable d'assumer que j'étais une femme finalement métisse, que je me suis posée pendant des années cette question. Et malheureusement, je suis la seule qui accepte de le vivre depuis au moins 25 ans, de retourner aux enseignements traditionnels. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais très jeune, je savais Canada, mais pas plus comme en détail. Mais je savais Canada. Et souvent, mon rêve est vivre à l'étranger et pour faire les choses que je veux, parce qu'il y a beaucoup de choses avant, je ne pouvais pas faire dans notre pays parce qu'il y a les choses pour les femmes et pour les hommes, différents pour les hommes et les femmes aussi. C'est pas également comme ici au Canada. Au début, mon mari ne voulait pas. Ça m'a pris 2 ans pour lui, pour convaincre lui pour déménager ici. J'ai travaillé à ce temps-là dans une école et j'utilisais l'Internet beaucoup au travail. Et un jour, je travaillais et une pop-up m'a demandé « Est-ce que vous avez déjà pensé de déménager au Canada ?» J'ai lu ça et je pensais « Non, j'ai commencé à parler avec l'ordinateur. Non !» Et c'était... Ça appelait pour un reportage sur les programmes d'immigration du Canada. Et c'était comme si quelque chose s'était ouvert devant moi. Et le Canada, c'était toujours un pays qui me semblait très sympathique. Je pense que pour tout le monde aime le Canada. Je me définis comme femme, tout d'abord. Femme noire. Je me définis comme une franco-ontarienne. Je me définis également comme la fille de mes ancêtres. Tu peux aller partout dans ce monde, tu peux aller en Amérique, tu peux aller partout, mais n'oublie pas d'où tu viens. C'est très important pour moi. C'est très important tout le temps, même si j'avance, de me retourner et dire c'est de là que je viens de ce pays, je viens de cet endroit. Il ne faut pas que j'oublie aussi d'où je viens. J'ai un bac en biologie-chimie, mais c'est juste après quand je voulais venir ici pour faire une maîtrise comme en chimie. Mais c'est là que j'ai changé, c'est là que je me suis inscrite en travail social. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, moi le travail social, ça m'a appelé en fait, c'est venu me chercher. Ça s'explique un peu par rapport aux réalités de mon pays et puis les réalités de personnes qui m'entourent. De signaler qu'on devait se rencontrer. Je me réveille, je pense à aider, je mange, je pense à aider. Vraiment quand une personne souffre, moi ça m'interpelle. C'est comme si j'ai vu
la situation avec la personne. C'est comme si c'était une partie de moi qui souffrait. C'est un peu ça, ouais. J'avais déjà une compagnie de nettoyage que j'ai créée en Guinée qui s'appelait Asi Prestations. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai toujours eu cette idée derrière ma tête que oui, il faut que j'aimerais toujours avoir mon propre entreprise ici au Canada. Mais ce n'était pas facile. À quiconque j'en parlais me décourageait. Ils avaient juste peur, le risque que ça prenait. Mais je me suis dit, logiquement, si je fais les choses comme il faut, je ne vois pas pourquoi. Alors, après mes 4 ans à Montréal, quand je suis venue ici à Toronto, après avoir travaillé quelques années dans les organismes à but non lucratif, j'ai réussi à démissionner quand même pour pouvoir me concentrer sur mon entreprise. On est aujourd'hui 17 employés. Donc, c'est une fierté, je l'avoue. Un des défis que j'ai eu, c'est comme c'est une province bilingue, c'est l'anglais. La plupart des employeurs demandent qu'on parle les 2 langues. J'ai quand même cherché un moyen d'améliorer mon anglais, histoire de dire ok, je ne reste pas et en attendant en croisant les bras pour dire ok, si je fais rien, je ne trouverai rien. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a un langage qui est connu au Nouveau-Brunswick, c'est le chiek, un mélange d'anglais et de français. Ça aussi, c'était compliqué. Chez moi, dans mon pays, quand une personne arrive, aménage dans une maison et tout, les voisins et tout viennent saluer la personne, dire bonjour, comment tu t'appelles, essayer un peu de tisser de liens, je dirais, ou soit aider même la personne. Quand je suis arrivée, je pensais que ça allait être pareil, mais ce n'était pas ça la réalité. Juste après les activités, je me suis retrouvée seule dans ma chambre, entre les 4 murs de ma chambre. Et étant une personne qui aime parler, socialiser, et je me disais non, je ne pouvais pas là. C'est comme, j'étais enfermée. Et j'ai fait le premier pas, chose que beaucoup des étudiants internationaux ont du mal à faire. Oui, au début, c'est certain, ma famille me manquait beaucoup, ma mère spécialement. Et puis, en ce temps, je me posais beaucoup de questions par rapport à mon ménage et tout. Donc oui, ça m'a manqué. 4 ans que j'ai vécu à Montréal, j'étais dans ce moment de questionnement, de est-ce que je vais rester au Canada? Je ne savais pas. Mais 4 ans de vraiment, carrément de dépression, je dirais, parce que quand tu fais certaines choses que tu n'as pas l'habitude et que c'était vraiment dur, comme je dirais, 4 ans. Mais vu que je n'abandonne jamais, je me dis, comme je l'ai toujours dit, mon fils est déjà là, je me dis, il est ma responsabilité. Il fallait que je sois forte pour lui. Alors il fallait que je trouve un moyen de pouvoir être forte. J'ai opté pour le changement, d'où Toronto. Quand je vivais dans ce centre de sans-abri avec mon fils pendant 2 ans, j'ai eu des femmes, je travaillais, mais j'ai rencontré des femmes vraiment qui m'ont donné une force extraordinaire. Je me disais, moi, ok, ma situation, elle est ce que j'ai vécu, personne ne peut vivre ça et puis être aujourd'hui là où ils sont. Mais j'ai vu d'autres qui ont vécu d'autres choses qui sont, je me dis aussi, c'est aussi dur et même pire parfois. Alors je parlais à beaucoup de femmes comme une péruvienne, une mexicaine qui gardait mon fils parfois là-bas quand je partais travailler. Et là, je me rappelle, un jour, ils ont failli la rapatrier. Elle n'avait pas eu ses papiers. Je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et je suis
toujours cette personne positive. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Ils ne vont pas te rapatrier. Tout ton fils est né ici, tu as le droit de rester au Canada parce que ton fils a déjà des amis et tout ça. Alors, je me rappelle, j'ai dit, on fait une pétition pour dire ton départ, comment ça va nous affecter, comment ça va affecter nos enfants et tout ça. Donc, on a fait ça et heureusement, elle a eu les papiers. Et un jour, en parlant comme ça, je lui dis, écoute, je suis très contente que tu es restée parce qu'un jour, je vais créer mon entreprise et si tu veux, tu peux venir travailler avec moi. Elle dit, oui, Assi, tu sais, j'adore faire le ménage. Alors oui, ne m'oublie pas. Alors, la vie, hein, et elle a été la première personne que j'ai employée. C'est quand tu es ailleurs que tu te rends compte que tu es vraiment différente des autres. Et cette différence-là s'exprime même dans la façon dont les autres te regardent. Moi, je dirais, ça va choquer peut-être, mais c'est vraiment à l'étranger que je me suis rendu compte que j'étais noire. Et pourtant, avant, j'avais aucune idée que ça pouvait peut-être créer des barrières, que ça pouvait être source de discrimination, juste la couleur de la peau d'une personne. Quand je suis arrivée à Moncton, mon premier travail, j'ai travaillé dans un foyer de soins. Je n'ai jamais alors eu de propos racistes où j'étais comme mise à l'écart à cause de ma couleur de la peau avec des personnes âgées. Non. Ils m'ont accepté. Il y en a même qui sont devenus mes profs d'anglais gratuitement. Ils m'apprenaient la langue. Mais j'ai rencontré plus de difficultés avec les jeunes. Moi, il arrivait qu'on me mettait 7 jours sur 7 que je travaillais. Et c'était carrément impossible. Mon corps ne pouvait plus. Je vois le directeur, je lui dis, je ne peux pas travailler comme ça. Il dit, mais de toutes les façons, les autres, ils ont fait des arrangements. Et puis, c'est pas de ma faute, c'est question de la couleur de la peau. C'était direct. J'ai essayé de me calmer, ça m'a pris du temps. J'ai essayé de me calmer et je ne pouvais pas. Et cette expérience m'a tellement bloquée qu'après, je n'avais même plus la force d'aller chercher un employeur. Je me disais, c'est fini. Moi, j'étudie et puis après, je prends mes clics et mes claques, je retourne chez moi. Si c'est pour me faire insulter de la sorte, je ne veux plus travailler. J'en ai vécu en fait à l'école. J'en ai vécu à l'école. J'en ai vécu d'une façon ou d'une autre dans les entretiens, les entrevues et tout ça pour des emplois. Et j'en avais un peu ras-le-bol. Parce que tu vois, la différence c'est que j'ai un nom qui peut porter à confusion de temps en temps. Donc subitement quand j'arrive on dit il y a ce visage de surprise. Mais après, je me suis dit, pour mes frères et sœurs qui doivent avoir des noms encore typiquement, tu vois, traditionnels, ça devrait être quoi? C'est à ce moment-là, vers la seconde, que je me suis dit, soit je serai une personne, une politicienne, ou politicienne impliquée vraiment dans le changement, la diversité ou l'inclusion, soit je serai une personne je vais ouvrir ma propre compagnie, mon propre organisme, ou on démantelera ce système-là, on ira dans les écoles et dès le bas âge, on va inculquer chez les jeunes comme quoi tout le monde est égal, peu importe la couleur de la peau, peu importe ton orientation sexuelle. Dans les écoles, surtout au niveau secondaire, je parle du rôle des métiers et le côté culturel, le côté des arts, mais aussi le problème que l'on a entre l'Ouest et l'Est. Pour qu'ils aient une meilleure entente,
de notre culture, mais aussi pour dire à nos jeunes que c'est important de connaître d'où est-ce que tu viens. C'est important de connaître qui sont tes ancêtres, parce que si tu ne connais pas qui sont tes ancêtres, souvent, les jeunes restent dans les rues. Ils n'ont rien à faire. Quand tu sais qui est ton ancêtre, tu peux aller voir certaines tantes ou oncles qui peuvent te guider, ou nos anciens qui peuvent te guider aussi, pour te donner une meilleure route, définir vraiment comment tu dois t'enligner. C'est pas parce que nous venons, par exemple, nous sommes venus avec nos parents et que la vie a été parfois, dans plusieurs cas, assez difficile, que nous allons prendre certaines choses et on va s'asseoir là-dessus. Je pense que c'est important de se battre pour ce qu'on veut. On vit dans un pays d'opportunités et ça vient avec de la solidarité aussi. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille pour Afrofest en tant que bénévole. Et ça fait 1 an que je fais partie du conseil d'administration d'Afrofest. C'est quelque chose qui est assez important pour moi parce que tout ce qui est art, j'adore, surtout l'art africain, tout ce qui est la culture africaine, la musique. Ça va et toi? On vit dans une ville qui est multiculturelle et chacun fait de son mieux pour maintenir une certaine vitalité en fait de sa culture. Et je pense que déjà ici à Toronto, on a une grande communauté afro-caribéenne. Et c'est important justement de maintenir ça, de créer des liens de solidarité, de continuer de faire parler de nos racines et de célébrer en fait, de célébrer qui nous sommes. Est-ce que les femmes de Galaxy, vous voulez dire quelque chose? Est-ce que les femmes d'Anonyme, vous avez quelque chose, des questions à poser? Comment les femmes sont traitées au Congo et puis au Nouveau-Brunswick? Il y a une très grande différence en tout cas. Premièrement, je dirais, la femme canadienne ou acadienne, elle est libre, je dirais. Il y a vraiment, quand on parle de la liberté, ici les femmes sont libres. Ils sont libres de parler d'eux, de défendre leurs opinions. Ils sont libres de leur corps. Ils sont libres de penser. Ils sont libres de prendre leurs propres décisions. Chose qui est très compliquée chez moi. J'ai l'impression, c'est pas l'impression, mais c'est une réalité. Les femmes congolaises ou les femmes africaines, je vais plus parler de chez moi, on a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de revendications à faire. Est-ce qu'on s'est dit, Les femmes sont incapables, même ne sont pas, je dirais, responsables même de leur propre corps. Il y a encore des femmes qui sont chosifiées, genre traitées comme des objets, traitées comme des choses. Il y a encore cette façon de dire que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Il y a encore cette croyance que mieux vaut éduquer un homme qu'une femme. Et genre, on attend encore même des mères qui disent, eh bien, toi, si je dépense mon argent pour ton éducation, il y aura un homme qui va venir te prendre, il y aura un homme qui va te faire des enfants et puis te laisser, laisse-moi investir pour mon fils. On t'éduque en fait pour répondre aux besoins d'un homme, mais il n'y a pas l'inverse. J'aimerais que les hommes aient aussi de l'éducation pour répondre aux besoins de la femme. En fait, depuis que j'ai commencé Galaxy, le premier, en fait, à l'époque où de ma mère, où elle était en Côte d'Ivoire, la situation, pour elle, c'était difficile, elle, d'aller à l'école. Il fallait avoir un certain âge pour pouvoir aller à l'école. D'ailleurs, elle n'allait pas aller à l'école longtemps parce qu'à partir de 18-19 ans, voilà, c'était fini, quoi. Parce que, non seulement parce qu'elle avait l'âge d'avoir des enfants et qu'il fallait qu'elle y pense à avoir des enfants. Maintenant, à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont jusqu'à l'université. Je pense que la Côte d'Ivoire a compris que l'éducation, c'est pas forcément que pour les hommes. Que aussi, c'est pour les femmes aussi. Et qu'elles aussi, elles peuvent créer des entreprises, elles peuvent aider à l'économie du pays. Ici, à l'université de Moncton, j'ai côtoyé pas mal de femmes ivoiriennes aussi qui font des études, beaucoup en économie, pour après retourner en Côte d'Ivoire et créer des sociétés justement pour après
améliorer l'économie. Au Brésil, ça arrive que les femmes seront enceintes. Les hommes, ils le laissent. Ils n'ont pas l'envie de rester, de jouer son rôle de père. Et il y a beaucoup de femmes qui sont toutes seules, qui sont toutes seules avec ses enfants. Et c'est difficile pour la femme, c'est difficile pour les enfants. Mon fils, il aime cuisiner. Les filles n'aiment pas. C'est un homme maintenant. Il peut cuisiner, il peut faire les choses que... Il peut pleurer. Parce qu'au Brésil, on dit que les hommes ne pleurent pas. Même les femmes qui sont mariées, qui ont un conjoint, la situation économique fait que les femmes ont besoin de travailler. Et c'est une double journée, c'est travailler et travailler à la maison parce que les hommes, les Brésiliens, n'ont pas encore cet esprit d'équipe, de faire aussi les tâches à la maison. Alors c'est très lourd pour les femmes. Ici, les femmes, souvent avant les hommes ici. Au début, c'est les enfants, les femmes et les chiens. Et après, les hommes. Je pense le monde... Oui, les gens m'ont dit comme ça. Je pense que c'est très bien. Les gens ici sont intéressés par les gens qui viennent d'ailleurs quand même. Ils posent des questions pour savoir où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es venu au Nouveau-Brunswick, ou si tu es là pour étudier, ou si tu es là pour travailler. Je trouve qu'ils s'intéressent aux gens. Ils s'intéressent aux gens. Et probablement la différence par rapport à en France, mais bon, je pense que ça fait des années que c'est comme ça, c'est que bon, on est mal perçu, on est dans le genre pique-assiette, on va dire, qu'on est venu pour vider le compte en banque des hommes en France, alors que ce n'est pas le cas. J'ai participé dans le salon touristique international au Canada et les gens des autres provinces, par exemple Ontario ou Calgary, m'ont dit que oh, Moncton, New Brunswick, c'est très très amical, la ville très amicale, les gens très amicaux. Et je me sens fière et je pense que j'ai fait le bon choix. Je peux aspirer ici, avec la nature, avec les arbres, avec beaucoup de choses. Qu'est-ce qui me fait rester à Moncton? C'est le calme de Moncton. Moi, j'aime le calme. C'est le calme de Moncton. Et puis, je trouve qu'ici, les gens ont le temps quand même. Ils peuvent s'arrêter et puis t'aider. Par rapport aux grandes villes, où tu as l'impression que la montre tourne un peu rapidement, comme si tu étais je ne sais où. D'où je viens, la région parisienne, c'est quand on dit bonjour, les gens ils te regardent de bas en haut et ils se disent t'es qui toi, qu'est-ce que tu me veux? C'est presque limite l'impression que je les agresse, je dis juste bonjour. Et les gens, ça paraît bizarre. Ici, je dis bonjour aux gens, bonjour, et puis ils commencent à parler, dire d'où tu viens, parler de ça. Moi j'ai trouvé que quand je suis arrivée ici, c'était l'accueil. L'accueil m'a fait waouh. J'ai des collègues mais fabuleux. Ça, j'avais des collègues fabuleux en France, mais là je place mes collègues canadiens mais au-dessus. C'est que sur le moment là, on va dire j'ai quelques soucis actuellement. La solidarité qu'ils ont fait autour de moi, j'ai dit non, j'aurais jamais pu avoir ça en France, quoi. J'en ai pleuré. Quand j'ai décidé d'acheter ma maison, quand nous sommes arrivés ici pour voir la maison et qu'il avait
ce bel arbre et j'ai dit, ah, c'est parfait. Quand je la regardais, c'était été, elle était tellement verte que je dis, ah, c'est Lady Green. Parce qu'en portugais, c'est pas un arbre, c'est une arbre, c'est féminin. Et c'est pour ça que je l'ai nommée Lady Green. Tout ce que tu fais, il n'y a absolument rien de négatif. Et je le fais tellement avec les femmes que je travaille en violence conjugale. Donner des nouveaux départs, donner des nouvelles naissances, des nouvelles cultures. Ça, c'est la représentation des femmes. On voit les petits mocassins qui sont ici et sur le côté, il y a des mocassins. Ce sont les dessus des mocassins des femmes qui ont été assassinées. Et les petits mocassins que l'on voit en face ici, ce sont les petits mocassins, les dessus des enfants qui ont été à l'école, qui ne sont jamais revenus, en fait. Une femme forte, c'est quelqu'un qui est capable de s'assumer en tant que femme, qui est capable de dire oui, qui est capable de dire non, qui est capable de prendre son courage à deux mains. Si quelqu'un dit, ben c'est ça que c'est supposé d'être, puis si elle sait que c'est pas ça, qu'elle soit capable de dire, excuse-moi, non, c'est pas ça. Puis ça, c'est la façon que je le crois, puis c'est comme ça que je vais le faire. Donc, c'est vraiment de prendre sa place. J'ai perdu une personne très chère dans ma vie, qui est ma demi-sœur. Et c'est une femme qui a toujours dit oui. Et malheureusement, dernièrement, il y a une couple d'années, elle a été assassinée avec un homme qui était jaloux, qui voulait la posséder à tous les niveaux. Et c'est son garçon qui l'a découvert. Alors lui, son garçon, il est détruit actuellement d'avoir découvert sa mère comme ça. Alors pour moi, c'est important qu'une femme soit capable de savoir si sa vie, elle est en danger ou est-ce qu'elle doit s'enligner, mais aussi de dire, je suis capable de m'assumer en tant que femme. Puis si la personne ne lui laisse pas l'occasion de s'assumer, tu te prépares à partir et sors. Je me considère comme une féministe. Il y a des choses dans cette société que je trouve qu'on devrait changer. Par exemple, les femmes seules ou les mamans monoparentales, par exemple, avec le système de garderie. J'aimerais bien qu'on vive dans un système où dans les entreprises, qu'il y ait des crèches ou bien des garderies qui sont dans ces entreprises, ça pour rendre les choses un peu plus faciles. Donc, mon féminisme est vraiment au niveau de rendre les choses bien et les choses qui devraient être normalement, tu vois, du genre, ça devrait être acquis en fait. Il y a encore des choses à faire. On parle encore au niveau de l'emploi. Vouloir ou pas, il y a encore des employeurs qui ont du mal à engager des femmes. Il y a encore de femmes qui font le même travail que des hommes qui ne sont pas payés de la même façon. Et ça, c'est vraiment de combat. Des milliers de femmes qui sont battues, violées et tuées, et il faut les ramasser pour être capable, à un moment donné, de s'asseoir et dire « ça, c'est ce qui a été créé, qu'est-ce qu'on est capable de faire et comment on avance ». J'ai beaucoup de rêves. Je suis une machine de rêves. J'ai toujours des rêves. Je pense que si on n'a pas de rêve, la vie s'arrête et tu restes seulement pour se lever, travailler, manger, dormir. Professionnellement, je suis une personne que je ne veux pas faire la même chose toute ma vie. J'ai déjà changé quelques fois et j'ai encore le rêve de changer peut-être une autre fois. J'ai des rêves pour mes enfants, de les voir heureux, réalisés. Ce que j'aimerais faire pour que mes enfants soient à l'aise ici au Canada, c'est vraiment de m'assurer que les systèmes changent. Je veux que mon fils ou ma fille, quand il arrive à l'école, ou comme j'ai vu le fils de ma meilleure amie, c'est pas que « Maman, pourquoi on me demande si je suis noire ?» Non, j'ai pas envie d'entendre ça.
Je veux que mon fils revienne et qu'il me dise comme quoi j'ai appris les mathématiques, mon ami s'appelle je sais pas qui, qu'on ne parle pas de couleur de peau, qu'on supprime le mot race. Ça, c'est un mot qui est à supprimer de tous les dictionnaires parce que ça a été inventé pour nous diviser, encore une fois de plus. Je pense que c'est important en tant qu'enfant de parents immigrants. Nous avons immigré ici, nos parents nous ont donné une chance. Il ne faut pas qu'on s'asseye et qu'on se dise « Ah, on est arrivé, let's roll with the flow ». Non, je pense que l'univers nous a donné une chance. Peu importe comment on va arriver à nos objectifs, il faut juste prendre cette chance-là et foncer. Faire les changements, peu importe c'est quoi le changement. Ça peut être un changement par exemple pour la femme. Ça peut être un changement par exemple pour la communauté francophone, noire. Ça peut être un changement par exemple pour la communauté LGBTQ. Mais il y a beaucoup de jeunes, même à Afrofest, quand je parlais avec ces jeunes-là, qui ont ce déclic, qui veulent faire ce changement-là. C'est impressionnant et ça fait du bien de voir ça. Aujourd'hui, je suis en train de travailler avec le Conseil de la coopération de l'Ontario pour pouvoir m'aider à mettre cette coop en place, pour pouvoir offrir des services gratuits aux personnes âgées, d'accompagnement et aussi aux mères seules, que ce soit mères seules ou femmes, pour des services de babysitting et de nanny et de services d'aide aux devoirs à domicile. Donc, parce que je me dis, si on a ça, il y a beaucoup de femmes qui viennent ici, surtout les femmes immigrantes, qui n'ont pas de famille forcément, qui n'ont pas une communauté, si tu veux, un réseau qui peut les supporter. Et moi, c'est ce que j'ai appris ici. Aujourd'hui, je suis très fière et je ne regrette pas du tout de prendre ce gros risque. Le désir de retourner chez moi après mes études, c'est avant tout être un modèle. Je veux être le repère un peu pour la future génération de gens qui vont dire les gens n'auront pas à se dire la travailleuse sociale, c'est celle qui va enlever les enfants dans sa famille. C'est ça que l'image ont de travailleur social. C'est pas ça. Je veux montrer qu'il y a beaucoup à faire en tant que travailleuse sociale. C'est pas juste aller enlever les enfants de sa famille, dans leur famille. C'est être ce modèle-là, parce que la jeunesse a besoin de repères. Avec cette expérience-là, je suis rentrée avec l'esprit de je vais apprendre des choses nouvelles, puis j'ai appris à travers non seulement les femmes qu'on a filmées, mais les femmes nous, dans la maison, comme on a appris, j'ai appris sur chacune d'elles les valeurs, les différentes valeurs, puis que même si on était différentes, on se rejoignait sur énormément de valeurs, puis je trouvais ça juste très, très enrichissant. C'est comme le mot qui me vient. Je suis revenue, puis je sentais beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité entre femmes. Le féminisme, souvent, on se dit c'est quelque chose d'extrême, c'est quelque chose de... On va aller dans les rues, on va militer, mais ce que je retiens le plus de ça, c'est juste les petits moments où on est toutes des femmes, toutes ensemble, on fait juste vivre notre vie, on fait juste rire, on fait juste parler de qu'est-ce qui nous tente, puis on fait juste être qui on est vraiment, genre. Ça donne espoir à parler de plus en plus du féminisme, à l'ouverture d'esprit des gens, et je pense qu'on espère surtout que ce qu'on a fait, les femmes qu'on a rencontrées et tout, que leurs histoires vont inspirer d'autres gens à garder une ouverture d'esprit et aussi savoir que c'est pas toutes les femmes qui vivent les mêmes réalités et les mêmes discriminations. Je trouve que c'était vraiment bien de voir les parcours différents des femmes, de voir à quel point elles étaient fortes. Et je pense que ce que je retiens, c'est que toutes les femmes vivent différents enjeux à certains moments, surtout dans le parcours migratoire. Et ces femmes-là étaient vraiment fortes avec les entrevues qu'on a faites et les femmes qu'on a rencontrées. Je trouve que c'était vraiment fort ce qu'elles dégageaient comme expérience et tous les obstacles qu'elles ont pu surmonter. Moi, je ressors de ce documentaire avec une grande expérience. J'ai vraiment beaucoup appris sur le racisme, sur la diversité. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes vraiment formidables qui vont faire partie de ma vie maintenant. Des femmes de 40 ans et tout, genre on dirait Ce que j'ai retenu le plus, c'est que malgré qu'on était toutes des femmes issues de la diversité,
on a quand même vécu entre nous des micro-agressions, des commentaires désagréables et tout, qui nous ont fait réaliser que malgré qu'on faisait partie de la diversité, parfois on peut avoir des comportements désagréables ou condescendants envers les autres, sous prétexte qu'on comprend la diversité parce qu'on est issu de ça, pourtant on n'est pas à l'abri. Exactement, je veux dire, on en parle, mais même là... Ce n'est que... Il y a quelques années seulement que je me considère comme femme féministe, parce que je ne le savais pas moi-même. C'est à travers mes amis, surtout des gars, qui disaient que j'étais une féministe, mais je n'étais pas d'accord. Mais finalement, aujourd'hui, je l'assume. Je me considérais féministe, mais je pense que comme... Il y a quelque chose qui manquait. Ouais, il y a quelque chose qui manquait. Puis juste le fait de faire ce projet, puis d'être vraiment plongée dans la matière et avec d'autres femmes aussi, où ce que tu peux parler aussi librement de ça, puis comme sans avoir vraiment peur. Des préjugés des autres. Ouais. Je trouve que c'est un autre niveau. Ça amène quelque chose de plus. Voir la mentalité des femmes là-bas, la richesse dans leur culture, dans leurs valeurs, les partages qui se faisaient, le fait qu'elles aient été vraies avec nous. Elles sont entreprenantes, il y en a qui sont mères là-dedans, il y en a qui ont vécu la guerre. Et je veux dire, le fait qu'elles aient pris la peine de le partager avec tout le monde, pas seulement nous, mais les gens qui vont regarder ce documentaire, donner cette voix à ces femmes, pour moi, ça a été... en tout cas, je me sens choyée. Like, it's a blessing. Tu sais, on oublie qu'on est tous humains. Malgré tout, oui, tu as des croyances, oui, tu as plein de choses, mais oublie pas que tu restes humain malgré tout. Puis le seul mot qui pourrait décrire ça, c'est... oh là là. Amour. Amour. Pourquoi pas? Humanité. Paix. Oh là là.